Bien, bonjour à tout le monde. Alors, on va démarrer cette table ronde, effectivement, sans plus tarder. Pour que vous soyez complètement confortable avec l'horaire, j'ai appelé les tramways, j'ai appelé les trains. Il n'y a plus de tramway, il n'y a plus de train. Donc, il n'y a aucun problème. On peut passer la nuit s'il le fallait ici. On va pouvoir tranquillement discuter. N'ayez pas peur. Alors, cette table ronde, donc, sur l'observation. Effectivement, quel système d'information aujourd'hui disponible, quelle prospective dans l'avenir, de quoi aurait-on besoin, va se dérouler en 2 temps, peut-être 3 mouvements, mais en tout cas 2 temps, c'est sûr. On va commencer par faire venir Lynne Jobin parmi nous. Donc Lynne Jobin, directrice adjointe de santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux de Québec. Merci Madame Jobin de vous approcher, qui va nous faire une première conférence introductive sur le système de surveillance qui existe dans la belle province. Et puis après, nous aurons les panélistes et on discutera ensemble, si vous le voulez bien. Madame Jobin. D'accord. Je vais aller chercher ma présentation. Je ne sais pas si je peux avoir de l'aide. Je pense que... Je ne vois pas. Je ne sais pas, Monsieur Ochoa. Parce qu'il n'y a pas de présentation du tout sur l'écran. Oui, merci. C'est vrai, hein? Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais peut-être essayer de tasser parce que je pense que... OK. Donc, merci beaucoup d'abord aux organisateurs de m'avoir invité pour vous parler de notre organisation de la surveillance de l'état de santé de la population au Québec. Vous parlez d'observation, on parle de surveillance de l'état de santé. C'est vraiment un privilège pour moi de venir vous présenter nos travaux, nos pratiques et nos réflexions pour l'évolution de nos pratiques, justement. Et j'espère que je répondrai à vos attentes là, dans les minutes qui vont suivre. Donc, ma présentation se divise d'une certaine manière en 4 thématiques. Je vais d'abord vous parler évidemment de l'organisation de la surveillance de l'état de santé au Québec, particulièrement de ses assises légales. Je veux aussi vous parler de l'enjeu de production d'informations et de l'utilisation de cette information-là. On est vraiment à se questionner pour renforcer l'utilisation des données de santé dans les décisions publiques. Et ensuite, vous donner quelques exemples de production qui favorisent une réelle appropriation des données de santé pour conclure sur nos stratégies multiples pour influencer la prise de décision. Et j'aurais pu ajouter pour influencer la prise de décision favorable à la santé parce que c'est de ça dont on parle. Donc, l'Organisation de la santé publique, quelques éléments de contexte. Évidemment, le Québec dans le Canada, la plus grande province canadienne avec une superficie, je vais mettre mes yeux, avec une superficie de 1,7 million de kilomètres carrés. La deuxième province en termes de population, donc 8 millions d'habitants sur les 33,5 millions dans l'ensemble du Canada. Le français, évidemment, comme langue officielle. Le Canada est une fédération, comme vous le savez, où les provinces partagent les pouvoirs avec le palier fédéral, mais par ailleurs, les services de santé sont de compétences strictement provinciales. Le système de santé de services sociaux au Québec, Denis l'a bien précisé, on y intègre les dimensions santé et sociale, services sociaux, est structuré en 3 paliers d'intervention. C'est un système décentralisé, structuré en 3 paliers, avec évidemment le ministère. Et pour ce qui est de la santé publique, on a prescrit dans la loi de santé publique un sous-ministre adjoint et directeur national de santé publique qui assume donc 2 fonctions, une fonction professionnelle de directeur national et une fonction administrative de sous-ministre adjoint à la santé publique. Et au palier régional, on a 18 agences régionales de santé et de services sociaux avec une direction de santé publique et un directeur de santé publique qui a une fonction aussi professionnelle et administrative. Et finalement, au palier local, des centres de santé et de services sociaux où on y intègre particulièrement les services de première ligne santé sociale, certains services de soins de longue durée, évidemment aussi qui sont intégrés, certains services hospitaliers de première ligne et les établissements régionaux spécialisés comme tels, centres de réadaptation, centres hospitaliers universitaires. On a donc
au début des années 2000, en 2001, révisé notre loi sur la santé publique et un des gains importants dans la révision de cette loi-là, qui datait des années 70, qui était très centrée sur la protection de la santé publique, le contrôle des épidémies. Avec cette nouvelle loi-là, on y a placé des leviers importants, notamment pour la fonction de surveillance de l'état de santé, qui n'était pas présente du tout dans l'ancienne loi. On a d'ailleurs placé la surveillance comme étant une fonction essentielle de santé publique, au même titre que la promotion, la prévention, la protection de la santé publique. La surveillance est aussi une fonction essentielle qui contribue beaucoup aux fonctions de soutien liées à la réglementation, la législation, les politiques publiques favorables à la santé, la recherche, l'innovation, développement et maintien des compétences sont des fonctions de soutien pour bien assumer, bien actualiser les fonctions essentielles. On a dans la loi, juste pour vous situer un petit peu, l'obligation de développer un programme national de santé publique et ce programme-là se décline en plans d'action régionaux dans les 18 territoires régionaux et en plans d'action locaux dans les 95 territoires locaux. Il y a une coordination, une concertation, une coordination de l'action de santé publique qui est assez importante au Québec. Les 3 paliers d'intervention en santé publique travaillent beaucoup dans un esprit de collégialité, de concertation, de coordination pour toujours renforcer l'action de santé publique. Dans la loi, il y a des leviers importants, donc je vous disais, pour la surveillance, notamment l'obligation de produire des rapports sur une base périodique du directeur national de santé publique sur l'état de santé. Je vous donnerai quelques exemples de ça un peu plus tard. L'obligation de se doter d'un plan national de surveillance, j'y reviens aussi. Des leviers, évidemment, autour de la vigie sanitaire et des pouvoirs d'intervention en cas de menace. Nous, au Québec, on distingue de façon très nette la surveillance de l'état de santé et la vigie sanitaire, qui a une perspective davantage d'intervention en temps réel. Et un autre levier important qui est l'évaluation d'impact sur la santé, où on met beaucoup à contribution les données de santé pour évaluer l'effet potentiel des projets de loi, de règlement des autres secteurs d'activité qui ont un effet sur la santé de la population. Donc, c'est probablement une des dernières pratiques qu'on a développées et qu'on continue à consolider, qui est l'évaluation d'impact, donc la mise à profit des données de santé dans l'élaboration des politiques publiques comme telles. Les assises légales de la fonction de surveillance, d'abord, c'est inscrit dans la loi. La finalité de la surveillance, c'est de soutenir la prise de décision dans le secteur socio-sanitaire et dans les autres secteurs qui agissent sur la santé. Donc, une finalité qui n'est pas que propre au système de soins ou au système de santé et de services sociaux, mais qui est élargie à l'ensemble des secteurs qui agissent, dans le fond, en faveur ou en défaveur de la santé, selon. Les mandataires légaux de la surveillance sont vraiment le ministre qui délègue le directeur national de santé publique et le sous-ministre adjoint et les 18 directeurs de santé publique. Et ça, c'est un levier important. Ce matin, on parlait beaucoup des enjeux d'accès aux données puis de renseignement personnel particulièrement. Et le fait d'avoir des mandataires légaux dûment responsables et imputables de l'utilisation et de la protection des renseignements personnels notamment est vraiment un levier intéressant pour nous pour aller chercher les données dans les autres organismes ou chez les propriétaires de différentes bases de données. J'y reviens aussi tantôt. Et finalement, l'obligation d'inscrire les objets de surveillance dans un plan de surveillance où on va préciser les finalités, les objets de surveillance, les renseignements personnels ou non qui est nécessaire d'obtenir. Ça va jusqu'aux sources d'information, les plans d'analyse qu'on doit inscrire dans un plan. Et c'est ce plan-là qui fait qu'on est capable d'aller chercher les bases de données dans d'autres organisations, entre autres. 2 instituts nationaux en appui, l'Institut national de santé publique du Québec, là où Denis travaille. Donc, c'est le seul collaborateur autorisé par la loi de santé publique à exercer des mandats de surveillance confiés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et l'Institut de la statistique du Québec, qui est le mandataire légal pour la réalisation d'enquêtes socio-sanitaires nationales réalisées à des fins de surveillance. D'autres organisations, publiques ou privées, font évidemment des enquêtes, mais celles qu'on fait dans une perspective d'alimentation en données pour des fins de surveillance, on les confie à l'Institut de la statistique du Québec. On s'est donné une fois ces assises légales-là bien installées, une infrastructure solide, rigoureuse, d'abord une définition partagée de la surveillance, à l'effet que c'est un processus continu d'appréciation de l'état de la santé de la population et ses déterminants par la collecte, l'analyse, l'interprétation des données, quelque chose de très similaire à vous, évidemment. Et cette surveillance-là se situe en amont de la planification socio-sanitaire, de l'organisation des soins
des soins de santé et des services sociaux, mais on pourrait dire, avec l'évolution de la pratique, se situe en amont de la planification ou du développement de politiques publiques favorables à la santé. Notre dispositif de surveillance, je reviens sur certains points, mais je voulais vous donner une image d'ensemble de comment on est structuré, comment on est organisé. Donc, évidemment, la loi qui nous donne toutes ces possibilités, ces leviers-là qu'il faut utiliser intelligemment, évidemment. Le ministère de la Santé qui est au-dessus, les deux instituts qui sont des collaborateurs très proches pour la fonction de surveillance, mais on s'est donné des mécanismes, des outils forts, rigoureux, collectifs aussi, pour assumer cette fonction-là, dont un plan ministériel d'enquête socio-sanitaire qui assure l'alimentation en données d'enquête, en plus des fichiers administratifs qu'on exploite. L'intérêt de ce plan ministériel-là, c'est qu'il est récurrent. Ce sont donc des enquêtes récurrentes. On peut suivre l'évolution de l'état de santé dans le temps. Et ce sont des enquêtes aussi qui permettent des données significatives pour les territoires régionaux ou sous-régionaux. Certaines enquêtes vont jusqu'aux territoires locaux comme tels, dans une perspective d'adapter les soins, les services ou les politiques publiques locales aux besoins de la population. C'est d'un grand intérêt. Et on les répète dans le temps. Donc, ça va très bien avec l'idée de la surveillance continue de l'état de santé de la population. Le plan national de surveillance, j'y reviens de façon un petit peu plus détaillée tantôt pour vous dire de quoi il est constitué. Et de la même manière, le cadre d'orientation pour le développement, l'évolution de la fonction de surveillance, qui est un peu notre cadre de référence pour les pratiques de surveillance et qui cherche à bien placer les bonnes pratiques pour bien soutenir la décision. Et tout ça pour développer des indicateurs, évidemment, de l'état de santé de ces déterminants. On s'est doté, je vais y revenir, d'une plateforme technologique collective, l'Infocentre de santé publique, pour exploiter l'ensemble de ces indicateurs-là, pour produire des informations en santé. Et la finalité étant l'information utile, efficace en temps opportun pour les décideurs stratégiques. Donc, notre plan national, qui est vraiment l'outil fondamental, présente les objets de surveillance, les indicateurs, les sources de données, plus de 1200 indicateurs sur l'état de santé de la population, 70 sources d'informations qui, évidemment, ne sont pas que du ministère de la Santé, mais de plusieurs organisations externes. Le plan national intègre les avis du Comité d'éthique en santé publique et de la Commission d'accès à l'information. Donc, ce sont ces éléments-là qui nous permettent d'aller chercher des renseignements personnels dans les bases de données ailleurs. Le plan favorise l'établissement d'ententes d'accès aux données, regroupe les données sous une plateforme collective, donc l'Infocentre de santé publique. C'est notre plan pour faire la surveillance. L'Infocentre, c'est notre outil pour exploiter les données, diffuser l'information. C'est donc un portail privé destiné principalement aux acteurs de surveillance. Il y a différents niveaux d'accès, donc vraiment ceux qui font la surveillance dans le cadre de mandats légaux plus spécifiques ont un accès beaucoup plus grand. Ceux qui sont des utilisateurs d'informations ont un accès plus limité. Donc, aux acteurs de surveillance dans les 18 régions du ministère de l'Institut, c'est un environnement sécurisé avec des profils d'accès, comme je viens de vous le dire, traitement sécurisé aussi sécuritaire des données communiquées par les organismes publics, et c'est un engagement qu'on a, ce qui fait qu'on est capable d'aller chercher les données. Même chose pour la protection des renseignements personnels. On peut avoir accès en ligne à de l'information normalisée sur l'état de santé, ses déterminants, par des requêtes paramétrables. On peut questionner le portail pour avoir des tableaux agrégés, pour avoir des informations utiles aux décisions qu'on doit prendre maintenant. Comparabilité au niveau national, régional, sous-régional, comparabilité dans le temps aussi, comme je vous disais tantôt. Et en plus, on a la diffusion en ligne des méthodes de calcul des indicateurs, donc une standardisation des méthodes de calcul qui est assez maximale. L'enjeu dont je voulais, une fois qu'on place notre organisation, notre structuration de la fonction de la surveillance, on produit de l'information, mais ce qu'on veut, c'est que cette information-là soit aussi bien utilisée. Donc, on a un processus de production de l'information qui est bien balisé avec le plan pour répondre aux besoins d'information, toute la partie alimentation en données avec les fichiers administratifs, les enquêtes socio-sanitaires, la production de l'information comme telle, donc des analyses générales, spécifiques, l'interprétation de données et la transformation de données en information utile. Et là, on commence à arriver à l'enjeu de diffusion de l'information comme telle. Donc, il faut être capable de développer, divers produits de surveillance qui sont adaptés aux décideurs et aux utilisateurs de données. Et
enfin le soutien à la décision, les décideurs, les intervenants du secteur de la santé, mais aussi, et de plus en plus, je vous dirais, des autres secteurs concernés et la population en général. Donc, tout ce processus-là pour permettre une adaptation continue des politiques, des programmes, des interventions sectorielles et intersectorielles. C'est le processus un peu idéal, d'une certaine manière, qu'on suit quand même relativement bien. Les acteurs de surveillance sont bien formés à ce processus-là, qui est très orienté pour éclairer la décision. Mais une fois qu'on a ça, encore faut-il bien comprendre le processus d'élaboration de politique publique. On produit de l'information pour influencer la décision, mais au fait, comment se prennent-elles ces décisions-là? Quel est le processus d'élaboration des politiques publiques? Et on a cherché à mieux comprendre, à se rapprocher des acteurs politiques pour comprendre ce cycle-là de production de politique publique, qui en fait est subdivisé en trois grands temps: la documentation pour un projet de politique, la formulation de la politique, la mise en œuvre de la politique. Et vous voyez que l'utilisation des données probantes, dont les informations en santé, sont très présentes dans le projet de politique comme tel. Mais avec les années et avec l'évolution des pratiques, on a cherché à accompagner, oui, d'entrer au tout début du projet les données les plus pertinentes, les informations les plus pertinentes, mais d'accompagner le processus d'élaboration de politique publique tout au long du processus jusqu'à l'adoption ultimement de la politique elle-même. Donc, on a entrer les données dans un premier temps, l'information utile, dans une perspective conviviale, utilisable, facile d'accès. On a donc cherché à traduire l'information pour les décideurs, à aller sur les éléments les plus importants, à aller sur ce qu'ils ont besoin d'entendre pour leur politique comme telle. Et on a soutenu aussi, et on soutient des délibérations avec les autorités sur la base de ces données de santé-là. Et ensuite, évidemment, les données de santé sont aussi mises à profit dans tout le processus d'évaluation, puis les différents apprentissages à tirer à la fois du processus d'élaboration lui-même, mais également les apprentissages tirés suite à la mise en œuvre, puis l'évaluation de la mise en œuvre de ces politiques-là. Donc, ce que je veux bien exprimer ici, c'est que on a vraiment un dispositif rigoureux, solide. On produit de la donnée de qualité qu'on transforme en information utile. Une fois qu'on a ça, il faut la porter, cette information utile-là, aux décideurs, la traduire, l'adapter aussi selon leurs besoins et accompagner tout le processus d'élaboration de politique publique. On est au Québec à se doter d'une politique nationale de prévention en santé à portée gouvernementale, donc qui interpelle l'ensemble des secteurs d'activité, et on cherche beaucoup à mettre en application cette idée-là d'accompagner la décision tout au long du processus avec les données de santé. Parce que, au fait, il faut aussi savoir que les décisions pour l'élaboration de politiques publiques ne sont pas qu'appuyées sur les données probantes. Elles sont prises aussi sur d'autres bases. Donc, l'agenda politique, l'opinion publique, les expériences du décideur lui-même, même les expériences très personnelles vont avoir des effets sur la décision au bout du processus. Les précédents qui se réalisent ailleurs, les solutions possibles, les ressources disponibles, évidemment, le contexte de crise qui peut changer complètement les priorités, qui peut être à la fois un levier ou une contrainte selon le contexte lui-même, mais il faut, et les acteurs de surveillance notamment, doivent être très sensibles à ces éléments de contexte-là, bien comprendre les besoins des décideurs, savoir où il est, où il loge, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qui le préoccupe et comment on peut mieux l'alimenter, comment on peut mieux documenter les différents phénomènes, accompagner le processus décisionnel, donc, et saisir toutes les opportunités. Donc, on est en train de marier des épidémiologistes, des acteurs de surveillance qui ont travaillé de façon très importante toute la qualité de la donnée, la qualité de l'information, à des acteurs plus sociopolitiques qui accompagnent les décideurs dans le développement de politiques publiques. Pour ça, on s'est donné, je vous disais tantôt, un cadre de référence, donc le cadre d'orientation en surveillance, qui a pour but de contribuer au renforcement de la capacité de surveillance au Québec. 3 grands axes, donc, qu'on a développés. Les acteurs de surveillance ont été formés à l'égard de ça. Adapter ou convenir, je dirais plus même, de nos bases conceptuelles, donc développer une compréhension commune de la fonction, mais partager aussi un cadre conceptuel de la santé, de ses déterminants. Qu'est-ce qui fait qu'une population est en bonne santé et qu'est-ce qu'on doit suivre comme indicateur de santé pour bien comprendre.
Ensuite, toute l'idée d'adapter nos pratiques, donc rendre la diffusion efficace, mieux répondre aux besoins des utilisateurs, améliorer les moyens de production, développer une approche de collaboration, de partenariat, se rapprocher vraiment des lieux de décision, soutenir l'évolution des pratiques, donc former les acteurs, favoriser l'évaluation et l'amélioration continue. Et c'est vraiment notre cadre de référence, pour renforcer les pratiques de surveillance au Québec. On s'est donné aussi un outil qui favorise la diffusion des productions, donc sans vous donner tout le détail, mais cet outil-là a été aussi, les acteurs de surveillance ont été formés à l'utilisation de cet outil-là et vraiment cherchent à favoriser le développement de productions conviviales, utiles, signifiantes pour les décideurs. Donc, il y a toute une phase de préparation où on doit aller vers les utilisateurs, aller vers les décideurs, communiquer avec eux, mieux comprendre leurs besoins et adopter d'une certaine manière leur langage, leurs préoccupations. Ensuite, toute la phase de production comme telle, où là, on doit, d'une certaine manière, présenter des résultats préliminaires pour aller tester. Est-ce que c'est ça dont vous avez besoin? Est-ce qu'ils sont rapportés de façon signifiante pour vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est utile? Rédiger des produits très synthétiques et élaborer donc le produit comme tel avec des approches de vulgarisation, de rédaction efficace pour les décideurs. Et finalement, la phase de diffusion, diffuser au moment opportun la production, puis effectuer un suivi auprès des utilisateurs pour apprendre de façon continue. Est-ce que ça a bien répondu aux besoins? Est-ce que ça a été utile? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus ou de mieux? On cherche beaucoup à développer cette pratique réflexive-là, cette pratique d'évaluation de nos pratiques. Ouais. Donc, quelques exemples pour une réelle appropriation de données. On a cherché à adapter les produits aux clients. Dans un premier temps, on a cherché à dire, c'est très bien toute la qualité méthodologique, mais au fait, pour qui et pourquoi on fait ça? Pour qui? Pour les décideurs. Pourquoi? Pour influencer la décision en faveur de la santé. Donc, ça nous a amené à développer des produits qui répondent à ces impératifs-là, différents ou une gamme de produits, au fond, selon les clients. On a, je vous le disais tantôt, dans la loi, l'obligation de produire de façon périodique des rapports sur l'état de santé de la population. Donc, on va viser davantage le grand public, les médias d'information, les associations, les différents groupes corporatifs avec des documents comme ceux-là qui sont un peu plus exhaustifs, qui présentent l'état de santé de la population en général, donc avec différentes factures, évidemment, selon les périodes où on les a développées. Ensuite, on va chercher à développer une information pour les intervenants, les planificateurs, ceux qui organisent les soins, les services ou ceux qui développent les politiques publiques. On est au niveau des gestions, de la gestion stratégique, au niveau des professionnels qui vont développer ces politiques ou ces différents programmes-là. Et à ce moment-là, on a senti la pertinence plutôt de développer une information organisée en fonction d'une clientèle particulière ou d'un milieu ou d'un problème de santé. Donc, on a des publications qui portent sur l'état affectif ou le développement affectif des enfants, par exemple. On en a qui portent sur le travail comme un déterminant de la santé, comme un milieu de vie. On peut en avoir sur l'école comme un milieu de vie aussi. Et là, on adapte les indicateurs, évidemment, en conséquence. On a fait des rapports aussi sur la pauvreté chez les enfants de façon plus particulière, donc avec l'idée d'une clientèle plus ciblée, et de problématiques plus particulières sur les infections transmissibles sexuellement, sur le cancer, les maladies chroniques ou autrement. Donc, on voit qu'à partir de l'angle d'analyse ou de l'angle d'approche du rapport sur l'état de santé, on va viser différents publics, différents décideurs. On a aussi, et ça c'est un peu nos dernières phases de développement, de l'information organisée pour les décideurs stratégiques sectoriels et intersectoriels. Dans le cadre de l'élaboration de la politique nationale de prévention, on a développé des portraits de santé par grands secteurs d'activité, si on veut, qui recoupent les grands déterminants de la santé. Donc, les portraits de santé en lien avec l'aménagement du territoire, portraits de santé en lien avec l'agroalimentaire, par exemple, en lien avec le développement des enfants, les services de garde, l'éducation. Et on a développé également différents tableaux de bord, très conviviaux aussi, qui permettent d'avoir une idée précise de l'état de santé de la population d'un territoire local, comparé à l'ensemble de la région ou comparé à l'ensemble du Québec. Ça, ce sont des informations qui sont très utiles et très
utilisé aussi par les gestionnaires d'établissements locaux, même par les conseils d'administration des établissements locaux qui regardent le tableau de bord et on les accompagne pour voir avec eux qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça veut dire, quel type de service on offre, nous, pour répondre à ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour répondre à ces différents problèmes de santé-là. On a aussi développé de façon très particulière un document vulgarisé pour les acteurs intersectoriels qui présente le cadre conceptuel de la santé et de ses déterminants, donc pour expliquer, pour faire comprendre, pour sensibiliser les décideurs du transport, les décideurs de l'environnement, les décideurs du milieu de l'éducation, du revenu, etc., que les décisions qu'ils prennent ont un effet sur la santé de la population. Et ce cadre, en fait, c'est un cadre conceptuel, mais très, très vulgarisé. On l'utilise aussi beaucoup dans le cadre de nos travaux de prévention en santé pour amener les autres secteurs à s'investir dans cette politique de prévention-là, parce que les décisions qu'ils prennent, les programmes, les services, les politiques qu'ils développent ont des effets sur la santé de la population. Lynn, il faudrait juste quelques diapos, mais oui, pour accélérer un peu. Il me reste 2 diapos en conclusion, donc des stratégies multiples pour influencer la prise de décision. Assurer d'abord une veille stratégique pour voir venir, pour identifier les besoins de manière proactive et répondre en temps opportun aux besoins d'information des décideurs. Investir les forums de décideurs intra- et intersectoriels. On est à se donner un mapping des différents groupes de concertation, des différents groupes de décision, de planification locale ou régionale pour investir davantage ces lieux de décision-là. Développer des alliances avec les acteurs clés qui élaborent les politiques, donc fournir les informations qui répondent à leurs besoins, les accompagner tout au long des processus. Denis a parlé tantôt de l'importance de traduire l'information, de transférer les connaissances de façon efficace et d'accompagner la décision tout au long du processus, donc s'ajuster de façon continue pour répondre aux besoins. Et finalement, développer les compétences des acteurs de surveillance pour un accompagnement efficace. De quoi on parle au juste quand on parle d'accompagner la décision? On cherche à développer un référentiel de compétences autour de l'accompagnement et un programme de formation qui pourrait s'en suivre. Donc, accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir où est l'autre, qu'est-ce qu'il a besoin, comment je peux le rejoindre dans ses préoccupations, comment je peux l'alimenter. Et finalement, 2 dernières puces, conclusion de la conclusion. On cherche beaucoup, évidemment, à maintenir nos acquis en termes de rigueur, de méthode à la fine pointe des connaissances scientifiques, mais on va chercher aussi de plus en plus à s'ouvrir aux acteurs sociopolitiques pour une utilisation la plus optimale possible de nos données de santé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Lynn Joa. Venez nous rejoindre sur la scène. Je vais demander aux panélistes de bien vouloir monter sur la scène. Madame Delaunay aussi. Vous installez là où il y a un siège. Là où il y a un siège, vous vous y installez. Il y en a assez, on a fait. Voilà, donc on va pouvoir commencer cette table ronde. Alors on avait prévu 2 temps d'échange avec la salle durant la table ronde. Vous en avez déjà consommé un tout à l'heure avec Madame Delaunay. Merci d'avoir pris de l'avance. Donc vous n'aurez plus qu'un temps d'échange tout à l'heure à la fin de la table ronde. Alors à côté de moi pour cette table ronde, donc sur l'observation, quelle utilité, quelle prospective. Me prenez pas ça parce que je connais pas les gens par cœur. Alors si. Je vous le rends juste après, Madame la ministre, ça pas de problème. Mais oui, mais moi je suis animateur et si je me trompe dans les noms des gens, ça va pas le faire. Alors, François-Paul Debeun, je commençais par ordre alphabétique. Non, j'ai commencé par... Voilà, il y a des gens bien ici. Hein. Voilà, des gens bien. Voilà. Donc, Yvonne Glandier. À ma droite, Madame la ministre, je ne vous présente plus, vous êtes déjà présenté tout à l'heure. Yvonne Glandier, professeure de santé publique, directrice de l'Observatoire de la santé d'Auvergne, bien sûr, ex-présidente de la Fédération nationale, ex-retraitée, non? Retraitée. D'accord. Donc Yvonne Glandier. Sophie Lézéon, vous êtes déléguée interministérielle pour la parité, l'égalité des chances des Français d'outre-mer, qu'on appelle les ultramarins. On y reviendra après. Roger Salamon, vous êtes un des locaux de l'ETAP, puisque vous êtes enseignant-chercheur ici à Bordeaux, à l'ISPED, mais aussi président du haut
Je vais dire comité ou conseil? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a parié une amende, donc je ne sais pas, je vais dire au conseil de santé publique par hasard, comme ça je n'aurai peut-être pas d'amende. Voilà. Michel Lafourcade, aussi régional de l'État, puisque vous êtes directeur général de l'ARS de l'Aquitaine. François-Paul de Bionne, alors là, on part tout à fait à l'autre bout de la France. Vous êtes donc médecin, chef de service promotion de la santé de la ville de Strasbourg, avec des compétences sur la communauté urbaine. Et puis, Denis Jobin, qu'on vous a présenté évidemment tout à l'heure durant son intervention. Alors on va, cette table ronde, commencer par, donc de temps en temps sur les systèmes d'information dont vous disposez aujourd'hui, leur utilité, éventuellement leur coût, les territoires qui sont nécessaires d'observer. Et puis deuxième temps, sur qu'est-ce qu'il faudrait dans l'avenir avoir comme information, sur quoi reposer la décision, etc. Alors on va commencer par la première question. On va commencer par vous, Yvonne Glandet, si vous le voulez bien. Donc sur cette observation, ces systèmes d'information, et puis on va rajouter le coût, l'efficacité par rapport à tout ça. Il faudrait prendre un micro. Moi, mais parce que c'est enregistré, c'est sur Facebook après, Amazon et peut-être Apple. Bon, pour faire court, le plus court possible, parce qu'il faut rattraper le temps perdu maintenant, et pour rappeler que, évidemment, aussi, pas besoin d'être Madame Soleil pour dire que le paysage, tant politique que décisionnel, a énormément évolué et changé depuis l'arrivée des ARS, et que l'ARS est quand même le point central de nos régions et de l'information. Alors, c'est vrai que ça suppose d'avoir des compétences variées pour répondre à tous ces questionnements et pour traiter correctement l'information, mais ces compétences sont énormes parce que ça demande des compétences médicales, sociales, sociétales, environnementales, mais également statistiques et épidémiologiques, il ne faut pas le perdre de vue, voire même économiques, puisque Philippe vient de parler de coûts. Donc, il faudra aussi avoir des connaissances dans tous les domaines. Alors, on comprend bien qu'on ne va pas tout savoir et qu'il va falloir partager, d'une part. Et d'autre part, il faudra absolument être certain que cette information est bien indépendante, parce que je crois que c'est ça le nœud de l'histoire. Et c'est une de nos difficultés dans les ORS, parce que c'est vrai qu'on veut être à la fois indépendant, mais on est quand même dépendant, puisqu'on est une association et qu'on a besoin d'argent pour faire fonctionner le système et récolter de l'information. Mais à cela, il faut ajouter aussi que ça nous demande des compétences territoriales depuis la loi de HPST. Donc c'est absolument infini et que, honnêtement, on ne pourra pas travailler seul et qu'on sera obligé de travailler en partenariat et en particulier avec l'ARS qui sont nos partenaires tout à fait naturels. Alors, tout ceci pour dire que ça ne se fera pas tout seul, qu'il faudra un site créer, imaginer un site réactif qui travaille en temps réel et qui travaille à la demande des décideurs pour pouvoir répondre à leurs besoins. Alors, je crois que maintenant, tu veux que je parle de l'utilité? Oui, peut-être. D'accord. Bon, alors, si l'observation a changé, si le paysage politique a changé, il y a le métier d'observateur qui, évidemment, a énormément changé. Alors, il a changé parce que ça demande, je l'ai dit tout à l'heure, une grande expertise qu'on ne peut pas absolument avoir dans tous les domaines, et ça demande de savoir partager. Et ce n'est pas le plus facile de savoir partager avec les autres, et qu'on voit bien toutes les difficultés que ça soulève, et pour nous, les ORS, mais pour les autres également. Alors, le besoin d'information, d'un système d'information est tout à fait évident, parce que on sera obligé de penser en termes d'utilité. Et en termes d'utilité, bien évidemment, il va falloir en permanence se tourner vers les décideurs pour essayer de comprendre d'abord ce qu'ils attendent de nous, sur quel territoire on va travailler, à quel niveau on va travailler. Et je pense que là est toute la difficulté. Je pense que c'est bien que le décideur, donc le directeur général de l'ARS, prenne la suite pour parler de l'utilité et de ce qu'il attend de nous en tant qu'Observatoire régional de santé. C'est un beau métier animateur parce qu'en fait, les panélistes font tout ça. Donc, moi, je vais regarder le temps. Et puis, en fait, j'ai passé la parole plutôt à François-Paul de Bionne avant d'arriver sur...
sur le décideur. C'est juste après le décideur, vous en faites pas, Monsieur Lafourcade, vous aurez le temps de parole. Donc, pour l'expérience, effectivement, au niveau d'une ville, après ce tableau brossé par Yvonne Glandier, donc comment au niveau d'une ville vous faites, vous, en tant que promotion de la santé? Alors, ce qui existe depuis longtemps, c'est un observatoire social qui est lié à l'activité des travailleurs sociaux polyvalents du secteur et nos médecins et puéricultrices de PMI, puisque nous avons la compétence confiée par le département à la ville de Strasbourg. Et ça permet de donner des éléments de référence pour des diagnostics partagés avec tous les acteurs d'un territoire et de préparer des projets de territoire pour les quartiers de la ville de Strasbourg. Et en parallèle, il y a un observatoire de la santé scolaire qui s'appuie sur les examens systématiques faits pour tous les enfants. On voit par exemple tous les enfants sont vus pour une visite médicale d'admission, ce qui est très loin de ce qu'on peut faire hors des grandes villes qui ont gardé la santé scolaire. Et on peut ainsi par exemple mesurer le taux d'obésité des enfants. Et notre maire a été extrêmement frappé de découvrir que dans sa ville, alors que la ville de Strasbourg, c'est en moyenne 8% d'obésité à 6 ans, donc c'est moyenne nationale, eh bien, il y a des quartiers où c'est à 3,5 et des quartiers où c'est à 17,6. Et donc, avoir une observation infracommunale grâce à l'activité que l'on mène, c'est une ressource précieuse pour les collectivités. J'en reste là pour l'instant parce qu'il y a un autre moment où j'évoquerai plutôt la communauté urbaine et les quartiers d'initiative santé-ville. Merci. Monsieur Lafourcade, vous avez été interpellé il n'y a pas très longtemps sur cette table ronde même, sur le rôle de l'ARS. Les ARS ont été interpellés régulièrement durant tout ce colloque, justement sur leur mission. Alors vous, l'observation, quelle utilité par rapport à vos champs de compétences, qui sont à la fois l'offre de soins, la prévention, le médico-social. On a vu ce matin que le médico-social était un peu le parent pauvre de l'observation. Alors comment est-ce que vous faites avec tout ça et quelles sont les solutions que vous avez aujourd'hui? Bien. Écoutez, merci. Effectivement, je me pose souvent la question que vous me posez en me demandant assez régulièrement de quelles informations supplémentaires aurais-je besoin et quelles sont les informations utiles que j'ai à ma disposition. Eh bien, quitte à vous paraître assez obscurantiste, j'ai envie de vous dire que je n'aurai pas vraiment besoin de beaucoup d'informations supplémentaires. Par contre, ce qui me sidère beaucoup et ce qui m'inquiète, c'est le torrent d'informations très utiles et très pertinentes qui malheureusement viennent rejoindre assez régulièrement le cimetière des données qui pourtant est assez largement fourni. Autre façon de répondre à votre question, ce qui par contre interpelle beaucoup, ce sont toutes ces informations particulièrement utiles. La plupart du temps qu'on nous répète à satiété depuis des années, notamment grâce à vous, et qui ne font pas écho sur la population et qui ne servent pas d'aide à la décision des politiques publiques. Ce qui m'interroge beaucoup en tant que promoteur des politiques publiques, c'est cette forme d'autisme que nous partageons, et je m'inclus bien sûr dans le lot, en tout cas de gare de triage qui fait qu'il y a des informations remarquablement importantes que nous délaissons complètement. Ça fait des décennies qu'on nous dit, en particulier au Conseil de santé publique, depuis le premier rapport de 92, où on nous dit 50 000 morts par an prématurément à cause du tabac, à peu près autant à cause de l'alcool, la moitié qui serait complètement évitable, sans forcément des dépenses de soins supplémentaires. Pourquoi notre gare de triage inconsciente fait qu'on n'utilise pas en termes de politique publique ce genre d'informations? Par contre, nous survalorisons des informations qui, sur le plan quantitatif et épidémiologique, n'ont pas beaucoup d'intérêt quand même. Une personne va mourir de légionellose dans un EHPAD. C'est tragique à titre individuel. C'est vraiment dramatique, je suis le premier à le dire. Ça va monter en épingle et c'est une information dont on va entendre parler pendant des années. Bref, pour en terminer, j'ai envie de dire que je n'aurai pas besoin, à la place où je suis, moi je ne suis pas chercheur, de beaucoup d'informations supplémentaires. Par contre, j'aurai besoin d'observation, aide à la décision et d'observation-action, comme on parle de plus en plus de recherche-action. Et concrètement, si les observatoires de la santé étaient décidés à nous donner un coup de main sur la phase en aval, c'est-à-dire la phase d'utilisation de cette observation pour nous aider à agir. Et puis dernier point, nous avons de plus en plus besoin d'informations territorialisées. Non pas que sur un territoire, on apprenne des choses très décalées par rapport au reste du département ou de la région, mais c'est une façon, en les territorialisant, de faire partager le diagnostic à l'ensemble de la population.
Quand on va dans le Nord Médoc, en Gironde, ou au Pays Basque intérieur, on n'apprend pas des choses miraculeuses, mais il faut pouvoir dire à la population, chez vous, voilà les premières causes de mortalité et de morbidité. C'est comme ça qu'on obtient un partage du diagnostic et donc un consensus pour faire ensemble, me semble-t-il. Merci beaucoup. Vous avez un peu anticipé sur le territoire, on va y revenir juste après. Et je pense que les ORS ont compris le message que vous leur avez passé aussi. C'est pour ça qu'ils applaudissent. Bon. On va passer à une autre expérience. Alors là, vous parliez de données, de cimetières de données, où on avait beaucoup de données. Par contre, expérience avec Sophie Lézéon, donc déléguée interministérielle à l'égalité des chances des ultramarins. Là, par contre, les données sont peut-être moins abondantes. Alors en effet, les données dont dispose la délégation aujourd'hui sont plutôt d'ordre empirique, plutôt que de caractère objectif, puisque les ultramarins de l'Hexagone, eh bien, comme son nom l'indique, ce sont les originaires des Outre-mer, donc nés Outre-mer, et qui vivent dans l'Hexagone. Et aujourd'hui, si les données existent, notamment parce qu'elles sont collectées dans le cadre du recensement de la population, tout simplement, elles ne sont pas exploitées avec l'entrée originaire des Outre-mer. D'abord parce qu'un premier prétexte arrive de l'ordre de la déontologie, mais au final, on peut très bien produire des statistiques en fonction du lieu de naissance des personnes. On peut très bien produire des statistiques en fonction des personnes qui seraient nées en Corrèze. Je le dis d'autant plus facilement que ma mère est corrézienne, comme ça je choquerai personne. Et ça ne, merci. Et ça ne dérange pas. Donc de la même manière, on peut très bien, et l'INSEE a commencé à le faire dans un rapport rendu en mai dernier, on peut très bien produire un certain nombre de données statistiques sur la réalité des ultramarins de l'Hexagone. Au-delà de ça, la deuxième problématique qui est la nôtre, c'est que finalement, comment est-ce qu'on définit un ultramarin ? La définition qu'a choisie l'INSEE, c'est effectivement né dans les départements d'outre-mer. Et moi, ma question, ce sont l'ensemble des ultramarins, c'est-à-dire celles et ceux qui sont nés dans les départements, dans les régions, mais aussi dans les collectivités d'outre-mer. Donc là, ça devient un tout petit peu plus compliqué, mais ce sont également les enfants de parents qui sont nés outre-mer et qui aujourd'hui vivent ici. Et là, la question est encore plus compliquée. Et puis, une troisième difficulté, vous l'avez évoqué, c'est la question du coût. Puisque quand on parle des ultramarins de l'Hexagone, évidemment, la population n'est pas forcément pléthorique, même si elle est importante. Et paradoxalement, plus les populations étudiées sont petites et plus les coûts sont élevés. Et donc, notre difficulté à nous aussi, délégation interministérielle, finalement, c'est d'aller chercher des partenaires financiers qui s'intéresseraient à nos questions. Donc aujourd'hui, des informations, j'en ai peu. Nous travaillons avec l'INSEE pour approfondir les données du recensement. On aura des éléments statistiques, mais après, et j'arrêterai là pour l'instant, il y aura lieu pour nous d'aller voir de la même manière sur des territoires particuliers, parce qu'ils concentrent beaucoup d'ultramarins et d'ultramarins différents, ce qui se passe en matière notamment de santé, parce que c'est une vraie question qui est posée depuis longtemps par le tissu associatif. Quel est l'état de santé des ultramarins de l'Hexagone ? Quelles sont leurs habitudes de fréquentation et de mobilisation des soins de santé ? Merci beaucoup pour cet éclairage. Roger Salamon, donc en tant que président du Haut Conseil de santé publique, vous avez dû évaluer avec vos camarades la loi de santé publique de 2004. Alors, quels problèmes ça posait ? Quels indicateurs vous aviez ? Quelles sources de données vous avez mobilisées ? Et pour quels résultats, finalement ? Et à quel coût ? Oui. La loi de 2004 a créé le Haut Conseil de santé publique qui, en 92, n'existait pas. C'était le Haut Comité. Et moi, Ah non, mais c'est pas pareil. Alors, ce qui est important dans la loi, qui a souvent été mal compris, c'est qu'il y avait annexé à la loi une liste de 100 objectifs, chaque objectif étant associé à plusieurs indicateurs. Et pour moi, c'était une révolution favorable et extrêmement importante, tardive, mais beaucoup de gens n'ont pas compris. Qu'est-ce que c'est cette liste à la Prévert ? Il n'y a pas de priorité, tatati, tatata. On y reviendra s'il nous reste du temps, mais je crois qu'on n'aura pas le temps. Quoi qu'il en soit, on a été chargé au niveau du Haut Conseil d'évaluer ces 100 objectifs pour savoir si on les avait atteints ou pas, ou si on était en voie de les atteindre. Et pour les évaluer, on a regardé chaque indicateur. Il y en avait plus de 200 ou 300, qui me paraissent d'ailleurs insuffisants quand les gens disent qu'il y en a trop. Et je suis ravi d'avoir écouté ce qu'il faut au Québec, où il y en a plus de 1000. Et je vais vous donner les résultats. J'avais préparé des diapos, on m'a interdit de les montrer, mais comme je ne me rappelle plus ce qu'il y a marqué, je les ai écrits sur une feuille de papier, et donc je vais les dire. Donc, je devrais m'en rappeler, parce que je m'en rappelle à peu près.
Sur les 100 objectifs qu'il fallait qu'on évalue, qui sont d'une très grande importance, 56 concernaient l'état de santé, donc des pathologies, 24 concernaient des déterminants de l'état de santé, et 20 concernaient des activités ou des procédures. Et à chacun de ces 100 objectifs étaient associés des indicateurs qui devaient nous être fournis par l'adresse. On reviendra peut-être, on n'aura pas le temps, entre la relation de l'adresse et des observatoires et la question qu'on peut se poser à savoir s'il faut vraiment que les observatoires soient indépendants. Moi, je ne suis pas très favorable. Mais par contre, liés entre eux et liés à l'adresse et au ministère, ça me paraît une bonne chose. Mais ça, c'est un autre débat. On a évalué sur les 100 objectifs uniquement 54. Sous-entendu, 46 objectifs d'une grande importance et donc avec beaucoup plus d'indicateurs n'ont pas pu être évalués. Si ceux que ça intéresse, peut-être la ministre, mais d'autres aussi, j'imagine, sachez qu'on était plutôt content dans des thèmes tels que tabac, plutôt content, ça veut dire fou de joie, tels que tabac, nutrition, environnement, maladies infectieuses, cardiopathie ischémique, ostéoporose et mortalité maternelle, qu'on était moitié content, moitié pas content, parce qu'il y avait des indicateurs positifs et des indicateurs négatifs pour les drogues, l'asthme, le suicide, les accidents de la vie courante, qu'on était très mécontent pour tout ce qui était alcool, MST, diabète, et qu'on ne pouvait absolument rien dire, et c'est un point excessivement important, dans tout ce qui est neuro, tout ce qui est psychiatrie, santé mentale, et tout ce qui est maladie chronique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'indicateurs. Ou bien, s'il y avait des indicateurs, on n'avait pas le système d'information pour les mesurer. Ce qui veut dire que près de la moitié des indicateurs qui forment un tableau de bord nécessaire pour essayer de définir une politique, pour la suivre, la piloter et éventuellement l'évaluer, c'est ce que vous faites et c'est ce qu'il faut faire et qu'on a commencé à réfléchir qu'en 2004, la moitié de ces objectifs-là, on ne pouvait absolument pas les évaluer parce que soit pas d'indicateur, soit pas de système d'information. Mais plus encore, et ça va vous intéresser, chaque fois qu'on avait des indicateurs et qu'on espérait qu'ils apportent les deux nouveautés nécessaires qui sont à la fois la territorialité et à la fois la prise en compte des inégalités de santé, la plupart du temps, c'était absent. La plupart des indicateurs que l'on avait étaient nationaux, très nationaux, la consommation d'alcool en France, et chaque fois qu'on disait qu'on voulait des déclinaisons régionales, une fois sur deux, c'était « ah non, on ne les a pas ». Alors qu'à l'évidence, et vous l'avez dit pour les ARS, si on n'a pas ces déclinaisons régionales, et si on ne peut pas évaluer les politiques locales, ça ne sert à rien d'avoir des tableaux de bord. Voilà, donc j'ai fini par réussir à dire mes diapos sans les montrer. Eh bien, c'est parfait. C'est formidable. Lynn Jobin, je reviens vers vous juste une minute avant de clore cette première partie. Votre infocentre que vous avez monté donc, au Québec, est-ce que c'est un cimetière de données ou est-ce que c'est vraiment efficient et est-ce qu'il permet de mesurer des choses au niveau national, régional et puis local ? En fait, l'idée de l'infocentre, c'est beaucoup une mise à profit de l'expertise de l'ensemble des directions de santé publique, donc des directions régionales de santé publique, du ministère et de l'INSPQ. C'est une plateforme commune qu'on s'est donnée, donc avec des mêmes indicateurs, les mêmes méthodes, les mêmes calculs d'indicateurs et tout. Donc, il y a l'idée aussi de s'assurer d'une équité entre les régions. On met un endroit, tout le monde y contribue, donc chacune des régions a un accès équitable à cette plateforme technologique-là. Et c'était vraiment un bon coup parce qu'il y avait des régions qui n'étaient pas capables de s'offrir ce genre d'outils technologiques-là. Donc ça, premier élément. Deuxième élément, c'est l'infocentre nous aide à mettre en œuvre notre plan national de surveillance dont j'ai parlé tantôt. Donc c'est à l'infocentre qu'on déploie l'ensemble des 1200 indicateurs. Et en plus, on est capable de questionner le portail pour avoir des tableaux agrégés ou des résultats de santé ou des données qui sont spécifiques à un territoire, à une région ou autrement. Donc, l'effort collectif, la standardisation des méthodes et un accès quand même relativement ouvert pour informer, évidemment, puis pour alimenter la décision publique aux 3 paliers de gouvernement. Merci. Alors, j'ai essayé de m'inscrire sur InfoCentre, mais ça a été refusé. Mais je ne suis pas québécois, oui? Peut-être. Ah. Madame Delaunay, mais il y a un accès sécurisé, effectivement. Mais oui. Je n'ai pas passé les passages, donc voilà, mais ça marche. Je peux vous donner mes codes si vous venez au Québec. Pas de je vais vous les prêter. Madame Delaunay, une première synthèse peut-être sur cette première partie. Je ne vais pas faire une synthèse, je vais faire une très brève remarque parce que j'ai beaucoup parlé déjà, mais qui me paraît ressortir de ce que vous dites. Ce qu'a dit M. Lafourcade sur le choc entre la décision publique et les données dont on dispose est considérable. J'y ajoute un troisième paramètre, c'est le portage par la population. Il y a un champ qui est incroyable, c'est celui du tabac. Tout est là. Les données sont là. Aujourd'hui, plus personne
ne légaliserait le tabac. Plus personne. Il faut oser le dire comme ça. Et je voulais faire en blague à l'Assemblée un rapport pour la légalisation du tabac, parce que tout le monde parlait du cannabis, bon, etc. En disant, au moins, on en parlera. Parce que pourquoi ? Eh bien, c'est que vous allez voir les gens, pour agir contre, on vous dit, mais c'est complètement ringard. Ça ne vous intéresse pas, même les journaux, enfin, c'est complètement ringard. Moi, j'ai porté une loi pour interdire les contenants alimentaires contenant du bisphénol A. J'ai fait les titres de journaux, incroyables. Alors que, objectivement, pour 80% de la population, c'est-à-dire pas les enfants et les très jeunes, vous pouvez en manger une tartine tous les matins, ça vous fera beaucoup moins de mal qu'un paquet de cigarettes. C'est une évidence. Et je reviens au tabac, et vous allez voir, j'ai été voir, maintenant les chiffres sont alarmants, pour les femmes. Donc j'ai été voir, je me suis dit, les femmes, c'est quand même important. J'ai été voir une association, c'est plus qu'une association, c'est les féministes du Parti socialiste. Des filles formidables, par définition. Et je leur ai dit, ben voilà un enjeu, parce qu'elles étaient en train de se batailler pour savoir s'il fallait encore utiliser le terme mademoiselle. C'est un enjeu de santé publique qui est majeur, vous êtes d'accord, et d'ailleurs, elles aident. Bon. Donc je leur ai dit, il y a un enjeu du féminisme qui mérite d'être porté, c'est le tabagisme. Est-ce qu'on va être accepter de rejoindre les hommes et d'être aussi bête qu'eux? Parce que ça pouvait être porté d'une manière assez rigolote, assez sympa. Ben, elles m'ont dit que c'est ringard. Incroyable. Et M. Laforcade m'a donné une lueur d'espoir avec l'idée d'aller voir les gens sur les territoires, le Pays basque intérieur, en disant, regardez, la pelouse est verte, les montagnes, il fait beau, et bien tant de pourcents chez vous meurent à cause du tabac. Et peut-être que là, on peut avoir un impact. Donc il nous faudrait des statistiques locales du tabac, qui seront sûrement pas différentes des nationales, mais qui porteront davantage. J'aimerais votre réaction, parce que je me demande si c'est pas ça la piste. Parce qu'on en a par-dessus la tête de cette surdité effrayante. Oui. Voilà. Merci. Vous voulez que M. Laforcade vous réponde tout de suite ou non? Il n'y a pas de réponse. Très bien, c'est moi le chef. Voilà. Non, mais c'est des questions sans réponse. Il nous reste juste 10 minutes, donc on va conclure la table ronde. Je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Lynn Jobin, en disant que les décisions politiques ne s'appuyaient pas uniquement sur les données probantes, de santé dans notre cas, et qu'il y avait plein d'autres choses qui existaient, notamment le sentiment personnel du décideur, qui entraîne une de compte. Alors, je voudrais demander à nos panélistes si effectivement, dans leur rôle d'observation, dans l'utilisation qu'ils font de ces données d'observation, est-ce que finalement ils pensent aujourd'hui avec, on a vu la vague d'informations qui existent, les big data, les open data, enfin tout ce qui est à nos dispositions, est-ce que finalement une décision de santé publique, une politique publique aujourd'hui, qui ne s'appuierait pas sur l'observation, est-ce que c'est une politique qui serait fiable, viable, voire légitime? Peut-être, on va commencer, Yvonne Blandier, puis on va faire la vague jusqu'à Lynn Jobin. Il est clair qu'il y a quand même des exemples de décisions politiques qui sont prises sans information aucune. Bon, c'est pas pour... Regardez ça te symbole. Donc, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, il y en a. Bon, malheureusement, je crois qu'elles sont peu viables et peu légitimes. Il faut évidemment utiliser les outils pour avoir une information qui permette aux politiques de prendre une décision, d'abord qui sera la plus rentable possible, la moins chère possible, la plus utile possible, hein, et pour pouvoir choisir entre plusieurs priorités, enfin entre plusieurs priorités, effectivement, programmes politiques qui ont été décidés. Je crois qu'il n'y a qu'un système d'information pertinent, percutant et fiable qui peut aider le politique dans sa décision et essayer de diminuer le coût, parce qu'on est quand même bien là, actuellement pour penser au coût, bien qu'on ne soit pas capable tout de suite de dire ce que coûte une politique d'information correcte, un suivi d'une action,
Et tout ça, malheureusement, ça coûte très cher. On ne sait pas le faire vraiment, mais il faudra bien absolument avoir un système d'information qui tienne la route et un système d'information fiable et indépendant. Je crois que c'est vraiment très important. Alors c'est vrai, j'ai l'air de plaider pour les observatoires régionaux de santé, mais c'est vrai que je le fais parce que je crois que c'est très important. Les observatoires ont énormément travaillé. Vous parliez tout à l'heure de ce qui se passe sur le local. Il y a beaucoup de diagnostics locaux de santé qui sont faits actuellement dans les villes, dans les départements. Et ça, je crois que c'est un plus pour les décideurs. Sophie Lézéon. Alors, je partage complètement ce qui vient d'être dit, à savoir que je vous ai dit tout à l'heure ma difficulté finalement à agir ne sachant pas de qui je parlais, pour faire très court. Et je pense que quand on souhaite définir un programme d'action, par exemple pour l'égalité des chances des Français des Outre-mer, eh bien, il faut savoir d'où on part. Et pour savoir d'où on part, il faut disposer de données objectives, et j'insiste, de données objectives et pas seulement de remontées du terrain. C'est important, mais ça ne suffit pas, donc de données objectives pour permettre d'orienter les actions. Mais ces données objectives, finalement, elles ne servent pas qu'à ça. Elles servent à orienter les actions, à définir des objectifs quantifiés, un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent aussi d'évaluer l'impact des actions qu'on mène. Et ça, c'est vraiment aussi un deuxième souci et quelque chose qui est vraiment particulièrement important, c'est que l'observation doit pouvoir se faire, dans certains cas, en continu, par rapport aux actions qui sont menées, de manière à ce qu'on puisse porter des évaluations et réajuster, si besoin est, en cours de mise en œuvre. Et moi, du coup, j'ai envie, j'en profite, pardonnez-moi, de lancer un appel, là pour le coup, aux observatoires régionaux de santé, donc sur la question de la santé des ultramarins, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, de nombreux travaux ont été menés de consultation des ultramarins de l'Hexagone, je ne vais pas revenir dessus, mais de manière assez récurrente revient la question de l'état de santé et de l'accès aux soins des ultramarins. Les associations sur les territoires disent qu'effectivement l'état de santé est déplorable, qu'on a d'ailleurs des prévalences qui sont identiques à celles qu'on peut avoir dans les Outre-mer cette fois-ci. Je pense au diabète, par exemple, ou à l'obésité, mais c'est pas les deux seuls. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai aucun moyen d'observer cela. Et au travers des travaux que vous menez dans les régions, je pense qu'on doit pouvoir, d'une manière ou d'une autre, isoler les ultramarins pour pouvoir dire si oui ou non l'état de santé est aggravé ou s'il ne l'est pas. Voilà, donc vraiment, je pense que l'observation doit accompagner la mise en œuvre des politiques publiques. C'est même pas juste en amont, c'est tout au long. Sinon, on a des politiques publiques qui ne rencontrent pas les problèmes auxquels elles sont censées répondre. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas être trop naïf quand même. C'est pas la peine de rêver que les épidémiologistes qui vont chercher tout azimut des trucs vont dire aux politiques ce qu'il faut faire. Ça serait se leurrer et ne pas comprendre ce qu'est un politique qui a besoin, comme vous l'avez dit, d'avoir aussi une perception de la demande sociale qui est soumise, et vous ne l'avez pas dit, aux lobbies qui ont une force énorme, y compris au Québec j'imagine, et qui sont dans le court terme souvent beaucoup plus que dans le long terme. Et je ne leur fais pas injure en disant ça. Mais je crois qu'il y a une différence qu'il faut qu'on arrive à faire, sinon on se prend trop au sérieux, entre observer l'effet de santé avec des indicateurs épidémiologiques, éventuellement opérationnels, j'y reviendrai en une minute, et puis avec ces indicateurs qui doivent être suivis ensuite, permettre aux politiques de tenir compte d'autres éléments pour prendre des décisions qui est de leur ressort et dont ils assumeront les responsabilités. Ce n'est pas aux épidémiologistes de prendre des décisions et d'assumer les responsabilités. Alors dans les indicateurs qu'il faut mesurer, et là Mme Delaunay a un petit peu parlé de ça, à un moment, il faut bien séparer ce qui est la description pure et simple, incidence, prévalence, où on pourrait en faire plein et plein, il y en a peut-être trop, de ce qui sont aujourd'hui les indicateurs les plus intéressants pour le politique, qui sont des opérateurs opérationnels, c'est-à-dire morbidité, mortalité évitable, c'est-à-dire année potentielle de vie perdue. Donc il faut essayer de s'abstraire un tout petit peu, et Dieu sait si pourtant je plaide contre ma paroisse de l'épidémiologie descriptive traditionnelle et très lourde, pour aller vers des indicateurs plus opérationnels et admettre que non seulement le politique devra utiliser ça parce qu'il y aura un suivi, mais fera autre chose aussi, mais en plus il est bon qu'il le fasse, et ce n'est pas à nous épidémiologistes de se mêler de la décision.
Et c'est de mêler, de définir les priorités. Et d'ailleurs, et je terminerai là, lorsqu'on nous a dit le tableau de 100 objectifs, c'est pas bien, il faut absolument que le HCSP définisse des priorités, 4 ou 5 priorités ou quoi, j'ai dit, et j'ai continué à dire, et tant que je serai président, je le dirai, ce n'est pas au Haut Conseil de la santé publique de définir des priorités, c'est aux politiques. Le Haut Conseil de la santé publique donne des indicateurs, si possible opérationnels. Mais ce n'est pas à lui de définir les priorités. Et d'ailleurs, et je termine, quand il y a les lobbies, il y a les trucs, vous avez dit, et c'est très juste, qu'il y a aussi la vie personnelle. Moi, je me rappelle d'une ministre adorable, de gauche d'ailleurs, qui était obsédée par l'homéopathie et qui nous a demandé il y a très longtemps, elle était pas coupable mais responsable ou quelque chose comme ça, donc vous voyez à qui je fais allusion, de faire un travail sur l'homéopathie parce qu'elle était persuadée que c'était utile. Elle a bien le droit. Et peut-être que M. Sarkozy, il avait une grand-mère qui avait un Alzheimer, il a lancé le plan Alzheimer, il n'a pas demandé de faire des études particulières. Et c'est, hein, peut-être que lui-même pensait qu'il était en train d'en faire un, j'en sais rien. Monsieur Lafourcade, je vous en prie. Bien, alors, à la question, est-ce qu'on peut mener une politique et est-ce qu'on peut décider sans observation de manière légitime? Bien sûr, je réponds non. Par contre, en revanche, il nous arrive plus souvent que de raison de le faire, c'est-à-dire de décider de politique sans observation. J'ai beaucoup aimé l'échelle du décideur que vous avez présenté, son histoire personnelle, on peut même aller ses rêves, ses fantasmes, beaucoup d'autres rapports de jeu d'acteurs, effectivement. Tout ça, ça nous a été expliqué. Les décisions, elles ne sont pas toujours rationnelles, autant qu'on le souhaiterait. Moi, mes références de sociologie datent un peu. J'en suis resté au petit Crozier illustré. Crozier nous a bien expliqué que la décision, elle n'est pas rationnelle. Il y a bien d'autres éléments. Alors, ceci étant posé, il me semble quand même que les choses s'améliorent de plus en plus. Il y a quelque chose qui va quand même contribuer à faire améliorer les choses. C'est la crise dans laquelle nous sommes. Alors, inutile de vous dire qu'à titre personnel et professionnel, comme vous tous, je m'en passerai. Mais en tout cas, dans notre secteur, ce n'est pas seulement une mauvaise nouvelle. Le nombre de fois, quand même, à l'époque où l'argent était facile, on pouvait se contenter de la bien-pensance du moment, en confondant un peu idéologie, théorie. Ce n'était pas très étayé, mais on pensait tous que ça allait dans la bonne direction. Quand je revois quand même le nombre de fois où j'ai entendu des promoteurs associatifs venir me dire « Moi, je pense que ce serait une bonne idée de créer ce type d'établissement », ça rejoignait l'idée dominante du moment et on lui donnait de l'argent. Eh bien, la crise va nous obliger quand même à nous poser à nous-mêmes, parce qu'il y a les lobbies externes et les lobbies internes aussi, à nous poser à nous-mêmes toujours cette question, à le poser aux autres. Ce que vous proposez, est-ce que c'est observé, documenté, étayé? Est-ce qu'on peut être à peu près sûr qu'on va dans la bonne direction si on accepte ce type de projet? Et ça, moi, j'ai vraiment envie de considérer que c'est peut-être un des effets collatéraux positifs de la crise. En tout cas, c'est aussi une bonne nouvelle quelque part. Merci beaucoup. François-Paul Debionne, au niveau de votre commune et communauté urbaine de Strasbourg, les mêmes questions se posent? Oui, mais il y a... Quelquefois, on aimerait pouvoir observer à fond un phénomène avant de la mettre dans une politique, mais il y a quelquefois les calendriers qui sont têtus. Et lorsque je suis arrivé à Strasbourg, le programme local de l'habitat venait d'être lancé et un 4e axe santé a été ajouté à ce programme local de l'habitat sans diagnostic préalable parce que c'était le moment de le faire et 15 jours plus tard, ça aurait pu être possible. Mais pour revenir à la question, on attache tellement d'importance à l'observation qu'on l'a mis comme axe premier du contrat local de santé signé avec l'agence régionale de santé, le préfet, le recteur d'académie, le président du régime local d'assurance maladie. Et on a des éléments, enfin une volonté commune d'agir. Mais là où ça devient un peu plus compliqué, si on est d'accord sur les indicateurs, genre indice de masse corporelle, pour améliorer, réduire la prévalence du surpoids et de l'obésité des enfants, on n'est pas d'accord sur les modalités. L'ARS voit plutôt, avec sa culture institutionnelle du réseau thématique, de faire un cahier des charges et de confier à un promoteur avec une certaine somme d'argent, d'organiser les choses sur le territoire. Et la ville, elle dit, mais je suis déjà acteur de santé sur ce territoire, c'est moi qui m'occupe du sport, c'est moi qui m'occupe de la restauration scolaire, etc. Donc je tiens à voir avec les acteurs de proximité, les médecins généralistes, les gens que je connais, comment on bâtit un réseau de proximité. Et donc on est dans ce dialogue. Donc même objectif, même indicateur, mais des modalités d'action qui sont différentes pour l'instant. Il faut trouver le consensus, bien sûr. Merci. Lynn Jobin, vous voulez rajouter un petit mot?
Bien, en fait, sans répéter, évidemment, mais je dirais que nous, on utilise davantage le concept d'une décision éclairée par les données probantes. Donc, ce n'est pas une décision qui est essentiellement ou exclusivement fondée sur les données probantes, mais elle doit être éclairée par les données probantes. Et peut-être un petit mot sur une opportunité qu'on a très importante au Québec pour l'utilisation de l'information en santé. Dans la dernière transformation de notre système de santé et de services sociaux, on a créé des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, des réseaux qui sont animés, coordonnés par l'établissement de première ligne locale, mais où s'ajoutent, dans le fond, dans le réseau, des acteurs sectoriels et intersectoriels qui ont un effet sur la santé, comme je disais tantôt, qui offrent des services de santé, services sociaux. Donc, les municipalités sont là, les écoles sont là, un ensemble d'acteurs locaux sont présents au réseau local, en plus des prestataires de soins et de services. Et on a donné à ces réseaux-là une responsabilité populationnelle. On leur a donné la responsabilité de répondre aux besoins de santé de la population, mais aussi d'améliorer l'état de santé de la population. Et là, ça oblige, d'une certaine manière, à se repositionner au fait, c'est quoi l'état de santé de la population de mon territoire, où est-ce que je dois investir pour améliorer l'état de santé et comment je dois ajuster mon offre de services pour mieux répondre aux besoins. Et ça, on est dans les premiers balbutiements de l'implantation de cette nouvelle responsabilité populationnelle-là. Mais pour nous, il y a une opportunité à saisir pour des décisions locales, à tout le moins appuyées sur les données de santé et surtout pour une mobilisation de l'ensemble des acteurs pour agir sur les déterminants de la santé. Merci beaucoup de l'expérience québécoise, Madame Delaunay. Une phrase sur la décision politique, et je la partage avec ma voisine qui est pratiquement auvergnate. Il y a deux paramètres de la décision politique, et dans ce cas, je rejoins aussi un peu M. Lafourcade, la crise a peut-être deux paramètres. Premièrement, en effet, stabiliser les données, s'assurer des données, on ne peut plus raconter n'importe quoi, et c'est une bonne chose. Deuxièmement, il y a Bercy. C'est-à-dire... bon. Donc il y a deux paramètres qu'on peut traduire avec le proverbe, enfin le principe des paysans auvergnats. À quoi ça sert? C'est l'évaluation et l'observation. Et combien ça coûte? C'est Bercy. Merci beaucoup. C'est juste. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je ne vois pas de main se lever dans la salle, donc je suppose qu'il n'y a pas de questions, et je vous propose de clore la table ronde dès maintenant et laisser à André Ochoa donc le mot de la fin. Je vous propose de quitter la scène. Merci, madame. Merci. Merci bien. Bien. J'ai prévu un discours de 3/4 d'heure. Et je vais le synthétiser. Je sais que vous avez des trains, des tramways, enfin je ne sais pas dans quel ordre. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'intervenir pour assurer la clôture de ce type d'événement, pour plusieurs raisons. Parce qu'il faudrait que je vous dise un petit peu ce qui s'est passé au long de ce congrès. Ben, finalement, je vais vous le dire très simplement parce que M. Roy nous a fait un exposé qui a un petit peu synthétisé l'idée, le fil rouge du congrès. Donc, je n'irai pas beaucoup plus loin, si ce n'est qu'on a eu l'objectif qui était de faire intervenir à la fois des politiques et de nous dire leurs besoins, des politiques à tous les niveaux et des gens qui offraient de l'information aux politiques. Ça, je crois que ça a été fait. On a abordé également un problème crucial qui est les données de santé. Et je crois que la table ronde à ce niveau-là, on dit table ronde, il y a plusieurs tables rondes d'ailleurs, c'était très intéressant et nous a apporté beaucoup d'informations. Je vais passer rapidement sur les symposiums et ateliers qui, a priori, ont semble-t-il satisfait l'ensemble des participants.
D'ailleurs, à propos de l'intervention de M. Roy, il faut que je le remercie. Alors, je crois que c'est Madame la ministre qui voulait lui demander de l'aide. Nous aussi, on va lui demander de l'aide parce qu'il nous a fait un petit audit des observatoires régionaux de la santé, et pas très cher, je vous en remercie. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est un petit peu le résultat de cette réunion, de cette assemblée. Bon, pour nous, Observatoire Région de la Santé et à la Fédération, c'est un moment extrêmement important. Nous nous réunissons en général la veille entre observatoires, mais la journée, le congrès lui-même est quelque chose de très important. Et je pense que les éléments qui ont été présentés aujourd'hui nous aideront à consolider les observatoires et leur réseau, qui, effectivement, existe pour une grande partie depuis 30 ans, voire plus, et qui doit aussi, comme ça a été évoqué, et merci encore, M. Roy, se moderniser, s'adapter aux différentes évolutions de la société et évidemment des besoins des décideurs. Alors je saute quelques pages, si vous permettez. L'objectif quand même de nos travaux, de notre réflexion, c'est vraiment améliorer la qualité de l'observation en santé. Alors je ne définirai pas la santé, vous l'avez eu plusieurs fois ces jours-ci, mais surtout au sens large, bien sûr, parce que l'objectif final, c'est que nos concitoyens puissent avoir une amélioration de leur état de santé et également qu'on ait une réduction des inégalités, inégalités sociales de santé, inégalités environnementales et territoriales. Pour aller vite, je vais quand même si je l'ai fait au début de ce colloque, remercier un certain nombre de personnes. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont contribué au succès, alors là je suis un peu prétentieux, mais ça ne fait rien, j'emploie le mot, au succès de ce congrès. Bien sûr, merci. Alors je vais aller rapidement, toutefois je remercie bien sûr la Société Congrès qui a, me semble-t-il, et vous nous le direz peut-être avec vos feuilles, non pas d'évaluation, parce que je me suis fait tirer les oreilles en parlant d'évaluation, mais d'appréciation du congrès. La Société Congrès qui a vraiment bien organisé tout ce qui était logistique, repas, etc. Bien entendu, je renouvelle mes remerciements au ministère chargé de la Santé et au Conseil régional qui ont vraiment beaucoup fait pour que nous puissions organiser ce congrès. Comme je l'ai déjà fait l'autre jour, je remercie l'ensemble des institutions ou des organismes qui nous ont soutenus. Je ne les citerai pas, mais vous regardez au dos du congrès, vous avez la liste. Bien sûr, je remercie la Fédération des ORS, l'ensemble des ORS, le conseil d'administration de la Fédération qui a beaucoup œuvré, l'équipe de la Fédération, le comité scientifique, Rachid Salmi l'avait cité, nommé le comité d'organisation et son président, qui est aussi le président de l'Observatoire régional de la santé d'Aquitaine. Mais je voudrais terminer, pour ne pas aller aux 3/4 d'heure, par un seul message, et un message où vous allez trouver peut-être que je me répète, que je radote, mais c'est la nécessité vraiment, et je pense que la table ronde l'a évoqué, d'une observation de qualité pour aider à la décision, et sans se substituer, et ça a été encore dit aujourd'hui, ça a été dit aussi hier par le président Cazot, on ne se substitue pas aux politiques. Alors j'ai bien aimé le fait de dire que c'était une aide à la décision, un accompagnement, un éclairage, on dirait, par exemple. Et je pense que les ORS et leurs fédérations entendent participer de façon très importante à cette mission. Et je saute la demi-heure qui restait pour vous remercier de votre présence et surtout d'être resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup.
Et je clôt ce 13e congrès des observatoires régionaux de santé. Il est d'usage d'annoncer le lieu du prochain. Alors je vous le dis de suite, ça sera en France.